Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On se retrouve pour la suite de cette playlist concernant l'anatomie d'un scénario. J'avais évoqué avec vous la dernière fois donc ce que j'appelle frein et moteur, qui sont cette espèce de petite boîte à outils d'éléments qui peuvent survenir ou pas selon la volonté du DM et qui lui permettent surtout d'avoir des curseurs pour dynamiser un petit peu la partie quand il veut un petit peu que les choses se précipitent pardon, ou amener un petit peu de drama, ou faire remonter la tension, ou provoquer des scènes d'action, etc. Alors, j'en ai à l'heure actuelle, vu le stade où j'en suis dans le scénario, j'en ai déjà déterminé deux. Et on va les regarder ensemble, sachant qu'il n'est pas impossible que j'en rajoute d'autres à mesure que j'avance dans la rédaction du scénario, parce que voilà, ça me semblera des bonnes idées ou des petits leviers dont je veux pouvoir disposer pendant la prochaine partie. Alors regardons les premiers. Alors, frein et moteur, voici quelques éléments que le maître de jeu pourra utiliser en cours de partie pour faire varier le rythme et impacter la table. Ces éléments sont à considérer comme des options qui peuvent être déclenchées ou pas au choix du meneur de jeu. Alors, le premier, c'est qu'en fait, j'ai choisi de considérer d'avoir une petite couche un peu plus, qui n'est pas vraiment directement liée à l'enquête paranormale, mais qui va plus être une couche humaine et prendre en compte en fait la vie de la cité. Alors, le rival, voilà comment j'ai intitulé cette chose. Les investigateurs l'ignorent encore, mais le riche industriel Edgar Tenet ne s'est pas fait que des amis lorsqu'il a bâti son empire financier. Un certain nombre de concurrents mis sur la touche ou simplement doublés ont nourri beaucoup de ressentiments à son égard, ainsi que des jalousies tenaces qui ne demandent qu'à s'exprimer. C'est le cas de William Baker, un promoteur immobilier qui s'est fait débarquer il y a 3 ans lors de l'appel d'offres concernant l'aménagement du parc central d'Everett. Contraint de déposer le bilan et de rebondir dans le milieu des courses hippiques, William s'est mis en tête qu'il prendrait un jour sa revanche sur Tenet. Son nouveau cercle professionnel lui a permis de faire connaissance avec le monde interlope des bookmakers et des parieurs, une faune un peu sauvage qui draine des individus de tout poil. Dans cet univers clos et un peu glauque, William a sympathisé avec Tim Barlow, un bras cassé notoire qui travaille parfois avec la mafia locale. En quelques mois, il est devenu une sorte d'homme à tout faire pour William Baker, qui l'utilise pour se tenir au courant de la température du monde des courses, mais également pour s'intéresser de près aux affaires de Tenet, afin de débusquer une faille dans laquelle William Baker espère bien pouvoir s'infiltrer pour déstabiliser son ennemi. Lorsque Tim Barlow va informer William Baker de l'engagement d'un groupe d'investigateurs privés par Edgar Tenet, Baker comprend qu'il tient là quelque chose de solide. Il insiste auprès de Barlow pour que cela devienne sa priorité et le somme de lui faire des rapports téléphoniques tous les soirs et de venir prendre connaissance de la marche à suivre. Alors ensuite, on va arriver à quelque chose de plus intéressant, un concept également dont je vous avais parlé. Une fois que j'ai ces petits éléments, comme ces freins et ces moteurs, je peux choisir de m'arrêter là et de les faire intervenir. Bon, c'est déjà pas mal, ça vient déjà rajouter un peu une couche supplémentaire dans le gameplay, dans ce qu'il va advenir dans la partie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller encore un petit peu plus loin et adjoindre à ces moteurs une horloge. Alors, ce que j'appelle une horloge, c'est horloge, agenda, enfin plusieurs termes existent pour désigner ce genre de petit outil. C'est en fait déjà réfléchir à ce que mon frein et mon moteur vont pouvoir entraîner sur la partie, et puis après ordonner, avoir des paliers comme ça qui vont se succéder pour grimper dans l'écran, faire monter l'intensité par rapport à ces éléments frein ou moteur. On va prendre un exemple. L'horloge donc de Barlow. Alors voilà, hein, j'ai mis ça comme ça. Premier jour, donc le premier jour d'enquête, il va découvrir en fait l'engagement des investigateurs. Ensuite, l'étape supplémentaire que j'ai appelée l'étape 2, filature discrète des investigateurs. Et bien sûr, si les investigateurs vont interroger des témoins pour leur enquête, Tim passe derrière eux pour en apprendre davantage.
Eh oui, mais qui sont ces gens qui vous ont interrogé, etc. Étape numéro 3, lorsque Baker va comprendre que Tenet fait mener une enquête parallèle concernant les crimes en série, donc en fait c'est Barlow qui après ses filatures vient lui faire un brief lors de ses rapports téléphoniques, Baker va rédiger une lettre anonyme qui va distribuer à la presse locale dans laquelle il ridiculise les services de police et s'attaque directement à l'inspecteur Cotteret. En fait, il fait ça en espérant que Cotteret va mener son enquête et bien sûr découvrir qu'il y a Tenet derrière tout ça. Cran supplémentaire dans cette horloge, donc concernant toujours Barlow, alors un jour plus tard, c'est-à-dire un jour après l'étape d'avant, c'est-à-dire avant l'étape 3, c'est-à-dire un jour après que Baker ait distribué la lettre anonyme à la presse, Walter Cotteret vient interroger les investigateurs et les convoque au poste de police pour qu'ils s'expliquent. Ici, je me suis mis une petite annotation, je rédigerai une scène à cette intention. Alors peut-être qu'elle ne me servira pas, peut-être qu'elle me servira, voire la convocation. Étape supplémentaire de mon horloge concernant Barlow, voyant que les investigateurs persistent, Baker demande à présent à Tim Barlow de leur mettre des bâtons dans les roues pour les dissuader de continuer leur enquête. Et puis, étape d'après, étape 6, première intimidation. Barlow va saboter le véhicule des investigateurs. S'ils en ont plusieurs, on peut y aller encore faire des subdivisions dans cette étape 6. Si les investigateurs n'ont qu'un véhicule, il sera saboté. Avec peut-être la possibilité, ça c'est au maître de jeu de voir comment il veut faire jouer cette scène-là, peut-être la possibilité pour les investigateurs de prendre Tim Barlow sur le fait et directement d'interagir avec lui. Étape, septième et dernière étape de l'horloge concernant Barlow, deuxième intimidation. Baker, cette fois-ci, va décider que trop, c'est trop, et il va donner l'ordre à Barlow de mettre le feu à la planque des investigateurs. Car nous le verrons au cours de la première scène, les investigateurs disposent d'une planque qui leur a été fournie par leur commanditaire Tenet, Edgar Tenet. Barlow va donc prendre deux de ses acolytes du milieu interlope du monde hippique et va venir mettre le feu. Voilà, donc là on a plusieurs possibilités, soit encore une fois il fait ça pendant que les investigateurs sont sortis et quand ceci arrive, ils sont à la rue. Bon là ça entraînerait un rebondissement plus on va dire esthétique, il faudrait qu'il recherche une auberge, voilà, bon, plus du roleplay on va dire, sans plus. Deuxième possibilité, un peu d'action, et en fait, Barlow et ses deux acolytes vont mettre le feu un soir où les investigateurs sont là, il peut même y avoir une confrontation. Du coup, j'ai fait un petit portrait de notre ami Tim Barlow. Donc, c'est un humain de taille moyenne, 35 ans, les cheveux bruns bouclés, il porte des chemises rayées, un blouson marron, des jeans toujours un peu crasseux. Barlow louche et ses grands yeux verts ne semblent jamais vous regarder directement. Son vocabulaire est limité et il ponctue régulièrement ses phrases avec des jurons ou des expressions issues du monde des courses hippiques. Tim est loyal envers William Baker et s'il est interrogé, il évitera de le faire tomber, quitte à endosser lui-même les responsabilités de ses actes. Il ne lâchera sa position que sur une réussite critique de la part des investigateurs qui tentent de le faire parler, ou bien s'il est conduit devant les autorités. Ses nombreuses activités illicites lui font redouter une condamnation s'il ne coopère pas. Voilà, s'ensuit les caractéristiques. Bon là, on est dans du vraiment classique. Voilà. Éventuellement, il faut penser à mettre les caractéristiques des acolytes au cas où vous prévoyez d'utiliser l'étape 7 avec une confrontation. Voilà, des petits voyous de base, vous leur mettez un peu de brawl, peut-être Tim Barlow, moi j'ai mis une compétence en arme à feu, voilà, à ce qui s'en servira, à ce qui s'en servira pas, bon ça dépendra un petit peu de comment se joue la scène. Deuxième frein moteur que j'ai envisagé pour le moment, c'est en fait un petit peu l'évolution de la ville avec les récents événements et tout ce qui se passe, c'est-à-dire d'un côté l'investigation des investigateurs, l'investigation de la police, mais également aussi le fait que les crimes rituels ont lieu et que, comme le pensait le sorcier Abzo, petit à petit, ça va finir par attirer des créatures dans la ville. Donc j'ai regroupé tout ça au sein d'une horloge que j'ai appelée en fait « Évolution dans la ville ». Alors,
premier cran, soirée du premier jour, des pluies torrentielles commencent à s'abattre. Elles ont pour conséquence de ralentir les déplacements des investigateurs, d'amoindrir leur visibilité, augmentant d'un cran de difficulté l'utilisation des armes à distance, de plonger la cité dans une sorte de pénombre, de demander également un test de constitution pour chaque heure passée en extérieur. Si ce test est raté par les investigateurs, le froid et l'humidité entraînent un malus de 5 sur tout leur jet. Deuxième cran de cette horloge de l'évolution dans la ville. Alors, celui-là, j'ai choisi de le faire intervenir après le 4e meurtre. Donc celui, si vous avez bien suivi ces vidéos, celui de la personne qui a un lien avec le groupe d'investigateurs, ou au moins l'une des personnes du groupe d'investigateurs. Après le 4e meurtre, donc, la population commence à paniquer. Nouveau meurtre, la police piétine, visiblement c'est de plus en plus grave. C'est une personne encore qui n'a pas vraiment à voir, il n'y a pas de profil, voilà, la police n'arrive pas à démêler l'affaire. Bon, tout le monde commence à se dire, je serai peut-être le prochain sur la liste. Du coup, voilà, ça, plus l'ambiance pesante de la pluie, la cité qui est un peu plongée dans la grisaille, ça fait qu'en réalité, les gens de la ville commencent à être méfiants. Du coup, à partir de ce moment, tous les tests sociaux, les séances d'interrogation, recueillir les témoignages, etc., persuader des gens de filer un coup de main ou quoi, ils vont augmenter d'un cran de difficulté en raison justement de la méfiance de ses habitants. Étape supplémentaire, la pluie continue à tomber, donc et plusieurs grandes artères de la ville sont inondées et deviennent impraticables en voiture. À partir de ce moment-là, vous allez commencer en fait à faire descendre, il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus de... Voilà. La ville tourne en ralenti et surtout, alors que la menace en parallèle, même s'ils ne le savent pas encore, des créatures qui vont apparaître augmente, eh bien les personnages là, ils sont à pied. Et donc, forcément, il risque de faire de mauvaises rencontres. Étape supplémentaire, cran numéro 4 de l'horloge de l'évolution de la ville. La foudre frappe la petite centrale qui alimente la ville, la plongeant cette fois-ci dans le noir. Alors là, c'est encore un petit peu plus de cran dans le drama. Également, bien penser qu'à partir de cet instant-là, les communications, Tim Barlow ne pourra plus faire ses rapports téléphoniques auprès de Baker. Donc ça aussi, ça va demander au maître de jeu d'y réfléchir un peu avant. Du coup, comment ça va se gérer par la suite? Peut-être, du coup, Baker sera-t-il obligé de sortir un peu de son bureau de course pour venir sur le terrain. Peut-être y aura-t-il une confrontation avec Baker lui-même. Ça va dépendre essentiellement du positionnement et des choix que feront les joueurs. Enfin, dernière étape numéro 5, concernant ce qui se passe dans la ville. À partir du 3e jour d'enquête, des migots commencent à apparaître dans la ville et se mettent à rôder. 10% de chances qu'ils croisent les PJ. Donc à voir, j'ai pas encore déterminé, peut-être il faut dire toutes les 4 heures, vous faites un petit jeu, si les PJ sont en extérieur, ils vont croiser un migot, et là ce sera, ou deux, et là ce sera une confrontation. 20% de chance également que ces migots, poussés un peu par la faim, attaquent des passants au hasard. Et ce pourcentage de 20%, lui, à partir de maintenant, toutes les nouvelles journées qui passent, il augmente de 5%. Donc il devrait y avoir, théoriquement, à moins que les joueurs aient beaucoup de chance sur le résultat des jets de dés, progressivement, en plus des éventuels crimes commis par le tueur en série, il va y avoir également maintenant des personnages, des passants, des PNJ, qui vont disparaître, qui vont être croqués par les migots. Voilà, donc ça c'était le principe des horloges. Comme je vous disais, j'en ai mis que 2 pour l'instant, mais lorsque je vais avancer dans la rédaction du scénario, il est possible que j'en mette d'autres. Il est également possible que celle-ci évolue. Voilà, moi ce que je fais, c'est que en fait, après, une fois que l'ossature du scénario commence à prendre forme, vous connaissez le truc, hein, c'est un ping-pong continuel, on va rajouter un élément à un endroit, du coup, tchac, il faut y penser, ou mieux l'amener, donc je retouche un peu cette scène-là, voilà. Rien n'est figé tant qu'on est dans l'étape de la conception et de la rédaction. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.